Bienvenue et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Reporter, le magazine de grand reportage de la rédaction de France 24. Direction la Tunisie, le pays a beau avoir fait le choix de la démocratie, il reste un important pourvoyeur de candidats au djihad. 2500 à 3000 jeunes Tunisiens auraient quitté leur pays en 3 ans à destination de l'Irak et de la Syrie. 2 trajets principaux s'offrent à eux, prendre l'avion pour la Turquie puis rejoindre la Syrie ou bien, pour éviter les contrôles d'identité, traverser illégalement la frontière avec la Libye et de là rejoindre la Syrie. Le gouvernement d'indépendants qui a remplacé les islamistes d'Ennahda en janvier 2014 avait promis d'être plus ferme, mais les jeunes Tunisiens continuent de partir. Pendant presque un an, nos reporters ont suivi les familles de certains d'entre eux et les ont accompagnés dans leur parcours, parfois douloureux. Ils ont également gagné la confiance d'un djihadiste de retour en Tunisie qui a accepté de témoigner. Voici leur document, il est signé Marine Casalis et Hamdi Tleli. Une scène de plus en plus familière dans les rues de Tunis. Quelques familles réclament l'aide des autorités. Leur point commun, elles ont tout un proche parti pour la Syrie. 1 an et demi plus tôt, le fils de Naïma a disparu. J'ai attendu 2 jours, il n'est pas venu. Je suis allée à l'aéroport, ils m'ont dit qu'il était parti la veille à 2 h du matin pour la Turquie. Au bout de 13 jours, il m'a appelé, il m'a dit « Maman, je suis à Alep, je suis en Syrie ». Une histoire tristement banale qui touche toutes les classes sociales. C'est pas vrai qu'ils disent que ce sont des gens démunis, que qui ont besoin d'argent. Non, il y a des ingénieurs, il y a des médecins qui ont été à l'âge de 25 ans, entre 17 et 30 ans, disons. Une semaine plus tard, nous retrouvons le père d'Oumeya, Agar. Un simple message leur a annoncé la mort d'Abou Raweha al-Tounsi, le nom de guerre de leur fils. Ce nom, ils l'ont découvert sur les réseaux sociaux. C'est un martyr, un martyr. Tu dois être fier de lui. Pour sa sœur, les jeunes qui, comme Oumeya, s'intéressent de près à la religion, sont des proies idéales pour les recruteurs salafistes djihadistes. Il y a aussi une grande partie de nos jeunes qui aiment Dieu, qui veulent aller à la mosquée. Mais ils ne sont pas encadrés, ils n'ont personne. Ils n'ont trouvé personne pour leur montrer le droit chemin. Ceux qui ont vécu sous Bourguiba, mais qu'est-ce qu'il nous a enseigné? Il nous a enseigné le Coran, les rituels, la morale. Ben Ali a fait empirer la situation. Sous Ben Ali, ceux qui allaient à la mosquée allaient en prison. Ceux qui faisaient la prière du matin y allaient aussi. Ce sont des vêtements normaux. Des vêtements normaux. Rien dans ce placard de l'arsenal du djihadiste. Je les vois qui tuent, qui égorgent, qui se font exploser. Je lui ai dit n'égorge pas, ne te fais pas exploser, sinon je ne te pardonnerai jamais si tu fais du mal. Il m'a dit maman, je te jure, je ne fais rien. Prêche prônant le djihad, vidéo sur les réseaux sociaux. En 3 ans, 2500 à 3000 Tunisiens seraient partis combattre en Syrie et en Irak, le plus important contingent étranger. Pourtant, au ministère de l'Intérieur, on assure avoir stoppé plusieurs milliers de candidats au départ. La Tunisie est l'un des seuls pays à avoir les compétences pour contrôler les départs des Tunisiens. On a pris des mesures restrictives dans nos aéroports. Quand on a un doute sur les intentions de quelqu'un qui veut aller faire le djihad en Syrie. Selon la loi, le passeport appartient à l'État tunisien, donc quand on a un doute, on le confisque. J'estime que cette loi gêne un bon nombre de gens qui veulent aller en Syrie faire le djihad. Laxisme des autorités, liberté religieuse retrouvée. Après la révolution, les salafistes djihadistes ont eu les mains libres. Arrivé au pouvoir en 2014, le gouvernement d'indépendants avait promis plus de fermeté, mais le flot de candidats au départ pour la Syrie ne tarit pas. Au sud de Tunis, Hammamet, célèbre pour son tourisme balnéaire. Nous y retrouvons Monia et Amjed, des parents impuissants eux aussi. Il y a moins de 10 jours, leur fils est parti pour la Syrie. Mais dis-moi, toi, qu'est-ce que t'as fait pour pas pouvoir revenir? Dis-moi pourquoi? Depuis quand tu pries, toi? Depuis quand tu pries pour prétendre connaître Dieu? Maman, si tu continues à me parler comme ça, je ne veux pas te voir du tout. Mais pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait à Bouddha?
Maman, si tu veux venir, tu es la bienvenue. On habite ensemble, et quand tu veux rentrer, tu rentres. Si je reviens, ils vont me mettre en prison. Hamouda, on s'en fout de la prison. Rentre. Passe ta peine de prison à mes côtés, c'est mieux. Non, mais maman, à part ça, je ne veux pas rentrer. Je suis bien ici. Je vis bien. Pour convaincre son fils de rentrer, une seule solution, le rejoindre. Comment est-ce qu'on se retrouve? Comment je vais faire là-bas? Je lui ai donné ton numéro pour qu'il t'appelle. Tu lui diras que tu es la mère de Hamouda. Mais c'est qui cet homme pour que je le suive? Il va te ramener à la maison. Il n'y a que des femmes, que des filles. Elles vont rentrer en Syrie aussi. Il y a des filles aussi qui vont en Syrie? Non, c'est pas des filles, maman. Ce sont des femmes mariées qui viennent rejoindre leur mari ici. Ah, Hamouda, mon fils. Maman, je suis désolée. Non, je te pardonnerai pas tant que tu seras pas rentré. Un jeune homme devenu pratiquant depuis seulement 2 mois. Avant ça, il ne priait pas, mon fils. Il ne priait pas du tout. Au mariage de sa sœur, il allait de fille en fille. Il dansait. Vraiment, il dansait, mon fils. Quelques heures plus tard, direction Istanbul. Monia et Amjed suivent les traces de leur fils vers la Turquie. À seulement 2h30 de vol de Tunis, une ligne empruntée par de nombreux apprentis djihadistes. Pour les Tunisiens, pas besoin de visa pour rentrer sur le sol turc. Le jour se lève sur Istanbul. Aujourd'hui, Monia espère revoir son fils. Allez, au revoir, chef. En lui faisant croire qu'elle voyage seule, elle espère que Hamouda s'inquiétera pour elle. Peut-être même qu'il franchira la frontière syrienne pour la retrouver. Peut-être qu'il va se dire « Maman ne connaît rien parce que je ne sais pas lire, pas écrire, que je ne suis jamais sortie de Tunisie. S'il sait que je suis avec son père, il va se dire « Ok, je m'inquiète pas pour elle. » En chemin pour le sud de la Turquie et la frontière syrienne, à plus de 1000 km d'Istanbul. Arrivés à l'aéroport, chacun attend de son côté pendant de longues heures. Peine perdue, à la fin de la journée, ni Hamouda ni l'intermédiaire ne se montreront. Urfa, à 60 km de la frontière. Comme des milliers de candidats au djihad, Hamouda a rejoint la Syrie par le sud de la Turquie. Après la déception de la veille, Monia et Amjed ont compris que leur fils ne viendrait pas à eux. Ils n'ont d'autre choix que de poursuivre leur route vers la Syrie. Une perspective qui terrifie Monia. Je ne ressens rien. Avec la peur, je ne ressens rien. Mais au moins, tu vas voir comment il vit. Tu vas voir au moins le dernier endroit où il a été et ce qu'il fait. Désespérée, Monia appelle l'intermédiaire. C'est par ce même réseau que son fils est entré en Syrie 2 semaines plus tôt. C'est moi qui t'ai appelé hier de l'aéroport. Tu es où maintenant? Je suis à l'hôtel. Comment il s'appelle? Arte. Ok, un moment et j'arrive, madame. Écoute-moi d'abord, Hamouda est avec toi? Non, Hamouda n'est pas avec moi. Nous, on va te ramener à Hamouda. Et moi, je vais aller avec des hommes toute seule? Non, si Dieu le veut, il y aura des femmes avec toi. Devant l'hôtel, un homme vient les chercher. Malgré leur inquiétude, ils décident de partir avec lui. Ils attendront 2 jours à la frontière, mais rapidement une décision s'impose, rentrer plutôt que de tout perdre en essayant de sauver Hamouda. Ils ne reverront pas leur fils. D'autres, comme Abou Moujahed, sont de retour. Le jeune homme vient de passer plusieurs mois au cœur de l'organisation de l'État islamique. Pour échapper au contrôle à l'aéroport, il avait choisi la voie terrestre via la Libye pour rejoindre la Turquie, puis la Syrie. Djihadiste surveillé par la police, il ose néanmoins nous parler. Il ferme la frontière avec ce qu'on appelle une police en carton. En Libye, je me suis entraîné au maniement d'un grand nombre d'armes. Après, quand j'ai rejoint l'État islamique, j'étais déjà entraîné, mais je me suis entraîné de nouveau, juste sur des kalash là-bas. Alors qu'en Libye, j'ai tiré avec des grenades, des missiles, etc. À quelques kilomètres de la Libye, une zone militaire. À visage masqué, des contrebandiers ont accepté de nous montrer le trajet qu'empruntent les futurs combattants, comme Abou Moujahed.
Là, on est au cœur du désert. C'est une piste qui va vers la Libye. Il ramène 3-4 personnes, 2 personnes, dans la voiture jusqu'à la frontière. Ils sont déjà en contact avec quelqu'un qu'ils retrouvent là-bas et le trafiquant donne ces personnes côté libyen. Il se coordonne avec le côté libyen. La zone est sous haute surveillance. Nous avons pu parler aux hommes chargés de la sécuriser. Avec les moyens disponibles et malgré nos efforts, on n'arrive pas à tout contrôler à 100%. Malgré les patrouilles, impossible d'arrêter tous les candidats au départ. On a attrapé beaucoup de gens qui veulent passer en Libye pour aller en Syrie. Ils retrouvent un groupe de djihadistes en Libye, ils s'entraînent et ensuite ils vont en Syrie. Le jeune djihadiste a suivi cet itinéraire. Parti sans expérience au combat, il est fier de son parcours en Syrie. En Tunisie, je n'étais pas habitué à voir des morts, des gens avec des balles dans la tête, atteintes par des mitrailleuses lourdes. Là-bas, j'ai assisté à ce genre de scène. Mais on est comme tout être humain. Lorsque tu assistes à ce genre de scène, bien sûr que tu as peur. Mais après, tu t'habitues, tu n'as plus peur. Ça devient quelque chose de normal que tu as devant toi. Et après, par la gloire de Dieu, tu te souviens de ce qu'ils font à tes frères, sur tes terres. Ils urinent sur ton livre sacré, ils piétinent ton livre sacré. Ils insultent ton prophète, que la paix soit sur lui. Ils font des caricatures du prophète. Ces pays occidentaux qui nous font la guerre font beaucoup de mal. Rentré en Tunisie pour des raisons familiales, le jeune homme n'est pas un djihadiste repenti. Au contraire. Tu peux étudier là-bas, tu peux te marier et vivre normalement. Les gens pensent qu'on passe toute la journée au front, à la guerre, mais ce n'est pas vrai. C'est ce que mon Dieu a écrit pour moi, que je revienne en Tunisie. C'est la décision de Dieu. Mais Inch'Allah, mon Dieu fera que je sois sur une terre de djihad. Il n'y a pas que la Syrie. Ça peut être dans n'importe quelle province de l'État islamique. 8 mois après la mort d'Oumeya, nous retrouvons son père. Accompagné du président d'une association de soutien aux familles dont les proches sont en Syrie, il accuse cette mosquée d'avoir embrigadé son fils. Le tableau était là, ils l'ont enlevé, il y avait un panneau ici. Et là maintenant on peut lire « Pilier, foi, il n'y a de Dieu qu'Allah ». Ils osent parler de la religion après l'avoir salie. Il y avait des tableaux à l'entrée de la mosquée pour le djihad en Syrie, pour le djihad au Mali, le djihad là-bas, etc. Ils encouragent au djihad, devant les fidèles. En entrant et en sortant, les gens les voyaient. Il y a beaucoup de combattants tunisiens en Syrie, parce que la Tunisie est un pays où certains au pouvoir encouragent les gens à partir faire le djihad. C'est un business, et les réseaux terroristes et criminels sont encore là. Ils n'ont pas été rendus responsables, ils ont encore des moyens, et tout va bien pour eux. Tandis que le pays avance pas à pas dans sa construction démocratique, le djihad continue de faire rêver de nombreux jeunes Tunisiens, en Syrie et en Irak, mais aussi désormais dans la Libye voisine. Voilà donc pour ce reportage signé Marine Cazalis et Hamdi Tlili. Marine Cazalis est avec nous. Bonjour Marine. Vous êtes la correspondante de France 24 en Tunisie. Première question, comment êtes-vous rentrée en contact avec ce djihadiste de retour chez lui ? Alors, je ne vous cache pas que ça a été assez difficile. Il y a eu plusieurs tentatives avortées. On a suivi plusieurs personnes pendant de nombreux mois avant que celui-ci accepte de nous faire part de son témoignage face caméra. On est rentré en contact avec lui en fait via une personne qu'il connaissait de son quartier. Et ensuite, c'est mon collègue et co-réalisateur de ce reportage, Hamdi Tlili, qui a établi un premier contact. Et ensuite, nous l'avons revu à plusieurs reprises. Est-ce qu'on peut établir un profil type de ces djihadistes qui partent parfois en rupture avec leur famille, secrètement. Est-ce qu'ils ont tous les mêmes symptômes, je dirais ? Est-ce qu'ils ont tous le même profil ? Alors, assez difficile d'établir un profil type. Peut-être les deux choses qu'ils partagent tous, c'est que la majorité d'entre eux, ce sont des hommes, et ce sont souvent des hommes assez jeunes. Oui. Après, il n'y a pas une seule raison qui explique cet engouement pour les Tunisiens, cet engouement pour le djihad en Syrie et en Irak. Plusieurs raisons peut-être à cela. La première, peut-être le fait que les libertés religieuses étaient assez réprimées sous Ben Ali, et donc de nombreux Tunisiens ne connaissent pas bien leur religion. Il manque en tout cas d'un encadrement religieux modéré. Ensuite, eh bien, il y a toutes ces vidéos de propagande sur les réseaux sociaux qui sont qui ne touchent pas que la Tunisie, mais qui touchent aussi la Tunisie naturellement.
Exactement, et les jeunes Tunisiens sont vraiment attirés, comme beaucoup d'autres nationalités, par ces vidéos. Et ensuite, eh bien, peut-être aussi le fait qu'une raison très pratique, tout simplement, le fait qu'il n'ait pas besoin de visa, par exemple, les Tunisiens, pour se rendre en Syrie, pour se rendre en Turquie, pour se rendre en Libye. Alors, que fait la Tunisie concrètement pour éviter cet embrigadement de sa jeunesse ? Alors, le gouvernement de technocrates, le gouvernement d'indépendants en 2014 avait promis vraiment une politique de fermeté, mais on le voit dans le reportage, les Tunisiens continuent de partir. Ce qu'ils ont essayé de faire et ce qu'ils ont fait, eh bien, c'est de regagner le contrôle des mosquées qui n'étaient plus sous leur surveillance et dans lesquelles eh bien, il y avait des prêches vraiment qui encourageaient au djihad. Ensuite, eh bien, cela ne suffit pas. On voit bien que malgré cette politique, les Tunisiens continuent de partir. Les nouvelles autorités qui ont été élues cet automne des élections législatives et présidentielles ont promis, elles aussi, une politique de fermeté. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas vraiment de mesures vraiment contre cet embrigadement sur les réseaux sociaux, par exemple. Et puis le chaos qui règne à la frontière Est avec la Libye facilite naturellement, on l'a vu à travers votre reportage, cet exode et ces départs facilités. Voilà, merci beaucoup Marine Cazalis d'être venue sur le plateau de France 24, correspondante à Tunis. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter.